on va désormais parler de la gestion, des méthodes et des stratégies qui permettent donc de gérer les chenilles processionnaires. Pour ce faire, je vous prie d'excuser, Anne-Sophie Brinquin qui devait intervenir initialement, qui est ingénieure d'études en entomologie à l'INRAE et qui va être, excusée en raison d'un impératif, personnel. Je vais passer la parole, en conséquence à Tristan Grosy qui va effectuer le remplacement, qui est animateur de l'Observatoire des chenilles processionnaires. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, je vais prendre la main sur ces sujets. Donc, normalement, on va dire que sur toute la partie, enfin, toute la présentation qu'elle avait prévue, je vais pouvoir vous en faire état de la manière la plus fidèle possible. C'est plus sur la partie questions où je pense qu'on peut avoir, on pourra avoir des petits soucis. Vous pourrez quand même essayer de poser des questions, mais je ne gage pas de mon entière compétence sur ces sujets. Donc, Alice, j'ai essayé de prendre la main, je crois que tu peux m'autoriser, sinon, diapositive suivante. Pour limiter le risque sanitaire, plusieurs techniques de lutte ont été développées au cours des dernières années, qui sont souvent des alternatives aux produits phytosanitaires. Et donc, ces techniques elles vont viser différents stades de développement des chenilles processionnaires, que ce soit celle du pin ou du chêne. Il faut comprendre quand même que on va pouvoir les passer en revue, mais qu'il y a beaucoup moins de techniques de lutte contre les processionnaires du chêne que celles du pin. Voilà, leur nombre est moins large. Passer à la diapositive suivante. Donc, on va commencer par la lutte mécanique. Donc, c'est des méthodes qui vont consister pour la procédure du pain à prélever et détruire manuellement les pontes et les nids. Donc, il s'agira pour la procédure du chêne, au contraire, de détruire les nids ou les plaques de nymphose par décrochage ou aspiration. En général, cette méthode elle va s'effectuer sur des arbres isolés ou des petites surfaces, donc c'est son inconvénient. Pour la procédure du pin, le prélèvement des nids peut se faire dès leur apparition, donc dès l'apparition des cocons blancs, et avant la période de procession des chenilles, à l'aide de sécateurs, des chenilloirs ou de matériel d'élagage. Les nids coupés doivent être détruits par incinération ou par trempage pendant 24 heures dans un bac contenant de l'eau. Pour les processionnaires du chêne, le but, ça va être de plutôt pulvériser avant avec de l'eau savonneuse afin de les décrocher. Dans tous les cas, il faut faire très attention à porter des équipements individuels de protection parce que bah, les souris urticantes peuvent se trouver en très grande quantité dans les nids, même lorsqu'il n'y a plus de chenilles à l'intérieur. Donc il faut faire très attention à cela. Et donc, comme je vous l'ai dit avant, l'inconvénient principal, c'est que cette technique, elle n'est pas adaptée pour les grandes surfaces, ni elle est aussi peu adaptée si les arbres sont très grands, parce qu'il va falloir, enfin, ça va être beaucoup plus coûteux d'un point de vue logistique. Il va falloir utiliser des nacelles et des personnels qualifiés. On peut passer à la diapositive suivante. Le traitement donc bactérien, il va consister à appliquer sur les feuillages des arbres une préparation microbiologique à base de BTK, donc c'est une bacille. Cette bactérie, elle se trouve de manière naturelle dans l'environnement et elle est connue depuis le XXe siècle pour ses propriétés insecticides, notamment sur les larves de lépidoptères. Une fois ingérée par les chenilles, cette bactérie va libérer une toxine qui va perforer la paroi intestinale des chenilles, et donc elles vont, lorsqu'elles vont le consommer, cesser de s'alimenter et mourir de septicémie sur une période de 1 à 5 jours. L'emploi de ce bioinsecticide s'effectue généralement sur des grandes surfaces à partir du sol, à l'aide de canons atomisateurs. Donc, c'est ce que vous pouvez atomiseur, excusez-moi, ce que vous pouvez voir sur la photographie de droite. Et donc, ça se fait sur les jeunes stades larvaires, donc durant les mois de septembre à décembre pour la procédure du pin et de mi-avril à juin pour la procédure du chêne. Donc il est important de surveiller où en est le stade de développement des chenilles pour appliquer au meilleur moment les traitements. Et il faut bien avoir en tête qu'il y a quand même des inconvénients. Le premier étant qu'elle va aussi impacter d'autres espèces de chenilles non cibles, donc il faut être très précautionneux dans l'utilisation du BTK. Et aussi, bah, son application requiert des conditions climatiques qui sont optimales et qui sont parfois difficiles à prévoir, à savoir un vent qui est en dessous de 18 km/h et il faut une légère humidité relative, c'est-à-dire que s'il pleut, ça peut empêcher une utilisation optimale de ce traitement.
Et enfin, le dernier élément, le dernier inconvénient, c'est que la période de persistance de ce produit dure de 8 à 10 jours. Et donc, il est possible parfois, il est parfois nécessaire qu'il y ait plusieurs applications durant la saison. Tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, l'autre élément, donc, c'est la lutte biologique, parce que là, on est sur la procédure du pain tout d'abord. La procédure du pain, elle a un cortège de prédateurs, de parasites et d'agents pathogènes qui vont naturellement s'attaquer aux différents stades, différents stades du cycle de vie de l'espèce, donc œuf, chenille, nymphe, puis papillon, avec une régulation naturelle qui va s'effectuer avec des impacts plus ou moins importants. Donc, ce que vous avez à gauche, ce sont des micro-hyménoptères qui sont capables de parasiter les œufs de processionnaires du pain. Et donc, certaines années, les proportions de pontes parasitées peuvent s'élever jusqu'à 30%. Ensuite, il y a d'autres organismes qui vont s'attaquer aux pontes pour s'alimenter, donc les orthoptères. Et enfin, il y a plusieurs diptères, comme là, ce que vous voyez à droite, c'est une mouche, les mouches taquinaires, qui s'attaquent donc aux œufs. Et enfin, le dernier élément est celui qu'on va plutôt mettre en avant car c'est plus simple, on va dire, de provoquer cela. C'est donc les prédateurs qui vont plutôt se nourrir directement des chenilles ou des papillons, à savoir donc les oiseaux, les coucous, les mésanges ou les huppes faciées, et aussi les chauves-souris, qui ont un rôle de régulateur non négligeable. Voilà. Qui vont pouvoir donc, comme je le disais, s'alimenter des chenilles, des papillons, mais aussi des chrysalides. On peut passer à la diapositive suivante. C'est pas très différent sur la procédure du chêne. On va avoir aussi donc ce cortège d'ennemis naturels. Donc on a aussi les mouches taquinaires, on a aussi les mésanges. Et donc il est très important en fait, en parallèle de tout ça, de veiller à la conservation de ces espèces et de leur équilibre écologique pour justement éviter d'avoir à utiliser des produits chimiques ou même la bacille comme tout à l'heure. Donc ça va faire partie des moyens de lutte un peu moyen-long terme avec l'installation d'infrastructures rendant impossible leur existence. Tu veux passer à la diapositive suivante. Donc justement pour les mésanges et les chauves-souris, on peut essayer de favoriser leur implantation en créant des nichoirs spécifiques. Dans le cadre des mésanges, des études ont montré hein, la grande quantité de chenilles qu'un couple de mésanges peut consommer. Donc c'est euh, c'est vraiment, vraiment conseillé. Donc pour cela, il faut que ce soit fait plutôt en début d'automne, donc avant la période de nidification des oiseaux, et doivent être installées à une hauteur supérieure à 1,80 m pour qu'elles puissent s'y sentir en sécurité. Et il faut que le trou d'entrée soit orienté de façon à abriter la couvée des vents dominants et des rayons de soleil. Et puis après, il y a des tailles spécifiques selon les espèces de mésanges, donc 32 mm de diamètre pour les mésanges charbonnières et 28 mm de diamètre pour les mésanges bleus. Et puis une fois que ça a été installé, il faut vraiment faire attention à nettoyer les nichoirs tous les ans à l'automne afin de retirer les nids anciens et donc qu'ils puissent refaire leur nid l'année d'après. Ce processus de colonisation, il peut être long. Donc généralement, on va le coupler avec d'autres moyens de lutte pour optimiser le contrôle des populations. On le verra après. Généralement, en fait, sur les chenilles processionnaires, à cause du manque de moyens de lutte, bah, on va préconiser d'en utiliser plusieurs, donc parfois qui sont court terme, parfois long terme, et espérer donc avoir une gestion la plus optimale et la plus respectueuse de la nature aussi. On peut passer à la diapositive suivante. Donc c'est sur donc, le piégeage des papillons, donc par la pose de pièges à phéromones de synthèse, qui consiste à attirer les papillons mâles présents sur le secteur durant la période de vol des adultes. On l'a vu tout à l'heure, hein, ils ont une durée de vie très courte, donc de 2 jours environ. Et donc, le but de ces pièges à phéromones, c'est de faire de la confusion et donc de réduire les possibilités d'accouplement et le nombre de pontes potentielles. Les pièges ont une plus grande efficacité s'ils sont mis en hauteur sur des grands arbres, ce qui implique aussi une certaine logistique et peut être très coûteux. Et il faut en mettre plusieurs afin de quadriller le plus possible le territoire. Donc sur des très grandes surfaces, ça peut fonctionner, mais encore une fois, ça a un coût humain important. Et une fois la période de vol terminée, il faut démonter les pièges, les vider, et après ils pourront être utilisés l'année suivante. Donc ça marche plutôt bien pour les procédures du pain.
un peu moins pour les procédures du chêne. Il faut comprendre que c'est pas non plus un moyen de lutte très efficace. On l'utilise généralement plutôt pour faire du monitoring de population, voir la quantité de papillons qu'on va retrouver dans le piège pour avoir un bon suivi en fait du front de colonisation des espèces. Tu peux passer à la diapositive suivante. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est les spécificités des dates de pose pour la procédure du pain. Vous avez ça sous les yeux, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous le souhaitez. Il faut faire attention à compter un laps de temps suffisant entre la pose des pièges et le début du vol des papillons afin d'optimiser l'efficacité du piégeage. Passer à la diapositive suivante. On va arriver aux derniers éléments. Donc ça, c'est le piégeage des chenilles. Donc ça ne concerne que les procédures du pain, c'est l'un des moyens de lutte les plus connus. Donc il va consister à disposer autour du tronc une gouttière qui intercepte les chenilles quand elles vont partir pour leur procession de nymphose. Donc elles vont se diriger vers le sachet où à l'intérieur généralement on met un peu de terre et donc elles vont faire leur nymphose à l'intérieur et donc pas sur le sol. Il faut faire très attention à bien colmater avec une pâte en papier mouillé entre le tronc et le piège. Donc ça, généralement, c'est fourni dans les kits de piégeage pour éviter, parce que les chenilles, elles peuvent se faufiler en fait entre le piège et le tronc et donc arriver sur le sol après. À la fin de la procession, il est recommandé d'enlever les sacs. Et là, du coup, on vous recommande une nouvelle fois de faire preuve de très grande précaution, de porter les équipements individuels de protection, donc gants, lunettes, masques, puisque les sacs, évidemment, contiennent une grande quantité de poils urticants. Je peux passer à la diapositive suivante. Donc là, vous avez sous les yeux les périodes d'installation et de démontage de ces pièges à collier. Et donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on va préconiser pour les poissonnières du chêne et du pin. C'est une lutte combinée, donc avec l'utilisation de plusieurs de ces moyens de lutte. Donc là, on commence avec la poissonnière du pin, on verra juste après pour la poissonnière du chêne. Donc la poissonnière du pin, typiquement, on peut installer des nichoirs à mésanges sur le site infesté, on peut couper les nids de poissonnière du pin en hiver, mettre en place des pièges à chenilles avant le départ des processions de nymphose, installer des pièges à phéromones au début de l'été et réaliser un traitement bactérien au cours de l'automne en cas de grosse pullulation. Alors évidemment, il ne faut pas toujours tout faire, mais c'est à faire avec parcimonie. Mais cette lutte combinée est ce qu'on considère comme étant le plus efficace. On peut donc passer à la diapositive suivante pour celle du chêne. Alors on retrouve à peu près les mêmes choses, c'est juste qu'il n'y a pas typiquement les pièges à chenilles, comme je vous l'ai dit, puisque leurs processions ne vont jamais aller jusqu'au sol. Donc on ne peut pas mettre en place des colliers autour du tronc pour éviter qu'elles aillent au sol. Donc sur la procédure du chêne, ça va être l'installation de nichoirs à mésanges, les traitements BTK potentiels, détruire les plaques de nymphose manuellement à la fin du printemps et l'installation de pièges à phéromones vers juin, début juillet. Voilà pour la présentation. Je peux peut-être aller un peu plus rapidement que ce qu'aurait fait Anne-Sophie. Peut-être tu peux aller sur la dernière diapositive. Je précise que l'Observatoire a produit un recueil des méthodes de lutte, donc qui est disponible gratuitement évidemment sur notre site, donc avec l'ensemble des techniques qui sont reconnues ou pas en fait. Donc celles qui sont moins documentées, on met dedans que c'est moins documenté avec donc les avantages et les inconvénients. C'est un guide qui est mis à jour fréquemment, donc il y a un groupe de suivi qui est associé où Anne-Sophie d'ailleurs participe. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations sur ces sujets, ce recueil existe et, et il est assez complet. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup Tristan. On va commencer avec une première question sur le BTK. Est-ce qu'on connaît son impact sur l'environnement, sur la santé humaine et sur d'autres espèces autres que les chenilles, sur la biodiversité en général? Oui, tout à fait. Cette bacille, elle n'est pas spécifique, donc on va s'attaquer à toutes les chenilles de l'épidoptère. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, il faut faire très attention à son utilisation. C'est pour ça aussi qu'on demande à ce que ce soit pas utilisé quand il pleut, parce que on va répandre la bacille
à d'autres endroits que seulement sur l'arbre qu'on souhaitait traiter, et donc avoir un gros impact sur les lépidoptères. Sur la partie question, il me semble que Jérôme Rousselet, donc de l'INRAE, qui est un collègue de Anne-Sophie, pouvait peut-être intervenir. Je suis sûr, il est là, il lève la main. Je suis sûr qu'il pourra répondre de manière beaucoup plus pertinente. Il faut juste lui donner les autorisations, Alice. Normalement, Jérôme, si tu ouvres ton micro, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne? Ton micro est fermé en tout cas, Jérôme. Et on peut prendre une deuxième question en attendant, j'imagine. Oui, j'en profite pour poser la question. Quels sont les critères pour valider la mise en place d'actions de lutte? Les chenilles processionnaires étant autochtones, est-ce qu'elles devraient être détruites systématiquement ou pas? Alors déjà, sur la deuxième partie de la question, non, pas du tout. Il ne faut pas qu'elle soit détruite systématiquement. Nous, on a mis en place aussi justement des recommandations sur la lutte à l'échelle locale. Et ce qu'on préconise, c'est de distinguer les chenilles, enfin les populations de chenilles qui vont être présentes dans des endroits à risque pour la santé humaine et les autres. Donc, si par exemple vous avez une population de chenilles au milieu d'une forêt ou sur un chemin de randonnée, on va plutôt vous dire d'éviter d'y aller et pas détruire la population, puisque encore une fois, effectivement, c'est une population c'est une espèce qui est autochtone, donc qui participe au cycle biologique naturel de son environnement. En revanche, lorsque on retrouve une population dans un endroit qui peut mettre en danger l'humain, donc que ce soit à côté d'endroits qui accueillent du public ou à côté d'habitations, on va demander à ce qu'il y ait des moyens de lutte qui soient mis en place. Mais effectivement, il faut faire très attention à ça et on a à cœur, nous, de mettre en avant cette distinction. Et après, d'un point de vue réglementaire, ça va dépendre des régions et des départements, avec la prise d'arrêtés préfectoraux de lutte obligatoire ou non. Nous, on préconise ça. Après, c'est repris ou non par les départements. Et je crois que Jérôme a envoyé un mail pour dire qu'il avait des difficultés, Alice. Je sais pas si tu... Eh ben, on a une autre question, Benoît. Oui. Alors, la question c'est est-ce que le BTK affecte d'autres insectes que les papillons de nuit, et en particulier les abeilles? Alors, sur les autres insectes que les papillons de nuit, oui, puisque du coup, c'est l'ensemble des lépidoptères. Par contre, sur les abeilles, donc là, par contre, je dirais, je pense pas. Je ne crois pas. Mais encore une fois, je vais avoir du mal à répondre aux questions trop techniques, malheureusement. Mais il me semble pas que les hyménoptères soient touchés. Peut-être qu'Alexis, tu as plus d'infos à donner, tu auras plus de réponses que moi. Oui, allô, c'est Alexis. Effectivement, alors le mode d'ingestion, c'est pour les phytophages broyeurs. C'est lors de l'ingestion, c'est-à-dire quand elles vont mâcher la feuille, elles vont ingérer le bacille qui va avoir un effet. Les abeilles, en fait, c'est pas donc elles consomment pas les végétaux de la même façon, hein. Elles ont on va dire elles vont lécher, aspirer le nectar des fleurs. Donc il y a un moindre risque, mais qui a un risque qui n'est pas nul. D'où en fait l'interdiction à part du BTK encore dans plein de cas. Parce que voilà, c'est pas encore tranché totalement. Mais effectivement, le BTK fait que ça cible les insectes phytophages broyeurs. Donc, par contre, les orthoptères, tout ce qui est orthoptéroïdes qui peuvent consommer des feuilles, peuvent être touchés. Et également, la biblio rapporte que des prédateurs d'insectes qui ont consommé le BTK ont également été touchés. Donc, les callosomes, par exemple, qui sont des gros coléoptères carabes, ont pu être impactés lors de zones qui ont été largement, je dirais, traitées régulièrement. Merci Alexis. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question?
Il y a eu plusieurs questions dans le chat, mais qui ont été résolues au fil de l'eau avec différentes personnes. Donc, je pense qu'on peut passer directement à la présentation suivante.